Nous sommes au deuxième jour de ce challenge de 60 jours avec le DevOps. Et aujourd'hui, nous allons parler du système Linux. Alors, la première question qu'on doit se poser ici, c'est est-ce que pour faire le DevOps, il nous faut absolument connaître Linux? Oui, il nous faut absolument connaître Linux. Pourquoi Linux? Parce que, Linux est déjà open source, ce qui veut dire que le code est accessible à tout le monde. Et à partir de ça, nous avons plusieurs distributions Windows. Je pense que si je viens ici, j'ai déjà fait la recherche. Linux Distributions, on a ici Ubuntu, on a Linux Lite, on a Arch Linux, on a Fedora, on a Kubuntu et on a plusieurs distributions. Et les plus connues sont Ubuntu, il y a Debian et SenseOS, n'est-ce pas? Donc, déjà, Ubuntu est open source, comme je l'ai déjà dit. Ensuite, Linux, désolé. Linux est stable pour le déploiement, pour les VPS, pour les services cloud. Linux a aussi une très forte communauté. Et aussi, Linux est compatible avec beaucoup d'outils pour le DevOps, tels que Kubernetes, Docker, Prometheus et autres. Donc, j'ai préparé pour cette formation un répertoire GitHub. Donc, si vous venez sur RIS/formation DevOps 60, vous allez voir ici un répertoire. Donc, j'ai écrit une petite description sur comment est-ce qu'on va travailler dans les objectifs. Ensuite, ici, nous avons les technologies couvertes, AWS, Docker, Kubernetes, Terraform, Jenkins. Voici la structure de ma nomenclature. Voici mon public visé. En fait, vous pourrez venir lire cette description. Le lien est juste en bas dans la description de cette vidéo. Moi, j'ai déjà pour le projet sur ma machine et aujourd'hui, on va parler des commandes de Linux essentielles pour débuter avec le DevOps. Si vous avez remarqué, je suis sur une machine Windows. Si vous pouvez remarquer les applications Windows. Mais comment est-ce que je fais pour exécuter les commandes Linux sur ma machine Windows? Pour ça, je vais utiliser AWS. J'ai déjà ouvert ici. Je vais utiliser AWS. Donc, on va acheter un EC2 ici. Donc, il vous faut déjà créer un compte sur AWS pour pouvoir avoir accès à ce dashboard. Donc, lorsque vous allez créer votre compte et avoir accès, vous pouvez juste venir là, vous tapez EC2 comme ceci. Et voici le service EC2. Vous cliquez ici. Alors, la page a chargé et nous avons ici le EC2. Bon, je vais cliquer ici sur Launch Instance. Et ici, on pourra définir le nom de notre serveur. Je vais juste dire ici DevOps 60. N'est-ce pas? Alors, on va choisir une image pour notre système d'exploitation. Ici, on peut voir les services qui ont chargé. On a Amazon, on a macOS, on a Ubuntu. Et je vais aller avec Amazon Linux, n'est-ce pas? Pour mon image, je vais utiliser, pour la machine virtuelle que je vais utiliser, Amazon Machine Image. Bon, je vais utiliser celle-ci, le Amazon Linux 2 Machine Image. C'est le free tier, donc c'est gratuit. Ensuite, l'architecture sur 64 bits, c'est bon. Mon instance type sur T3.micro, c'est bon. Aussi, je vois ici key pair login. Donc, je vais créer une pair login, un key pair login. Ça va utiliser l'algorithme RSA. Donc, ma clé sera DevOps 60, n'est-ce pas? Et c'est pour les permissions, n'est-ce pas? On va se connecter en SSH. Pour ceux qui connaissent le SSH, c'est le Secure Connection. Donc, ça va télécharger un fichier devops.60.pem. Ensuite, on va continuer, on va voir le réseau ici. Network setting, ok, c'est bon. La configuration pour le storage, pour le stockage, n'est-ce pas? Ok, ici on dit qu'on aura 8 Go. Ok, c'est bon. Bon, je pense que la configuration est terminée. Donc, je vais cliquer ici sur Launch Instance. Ok, l'instance est en train d'être créée. On va patienter quelques instants. Ok, vous pouvez voir ici que l'instance a été créée avec succès. Je vais juste cliquer ici sur Instances pour voir toutes les instances qui sont exécutées et qui tournent sur ma machine. Ok, vous voyez ici, on a Portfolio, Factura, To-Do List. Ensuite, ici, on a DevOps. Si vous regardez le statut Instance State ici, vous allez voir que j'ai arrêté toutes ces autres instances, mais le DevOps est en train de tourner. Donc, pour se connecter à cette instance, je vais juste venir ici, cliquer là, et je sélectionne cette instance ici. Ensuite, je clique sur Connect. Et il y a plusieurs manières de se connecter. On peut se connecter avec le Instance Connect comme ceci. Il y a le Session Manager, il y a le SSH Client
Et c'est ça qu'on vient de configurer avec le DevOps 60.pm. Donc c'est ça que je vais copier et je vais utiliser le fichier ici dans mon download parce que j'ai téléchargé ça là-bas. Donc je vais ouvrir le terminal, donc je vais nettoyer comme ceci. Bon, je vais agrandir pour qu'on puisse facilement voir, n'est-ce pas? Là, je suis sur le desktop. Je vais faire CD pour rentrer et CD downloads. Oh, désolé, je suis en train de Docker. CD downloads. Ok. Là, je vais paste la commande. Celle-ci. Et là, je vais entrer pour pouvoir me connecter en SSH. Yes. Ok. Je me suis connecté à mon instance avec succès. Et je vais faire AWS version, n'est-ce pas? Oh, j'ai pas bien écrit version, comme ceci, pour voir la version sur la version de Linux. Ici, là, on voit ici AWS client, Linux, blablabla, Protocol, ainsi de suite. Ensuite, ok, je suis déjà dans la machine, je vais clair. Je veux peut-être voir who am I. Il y a la commande who am I pour voir qui est-ce qu'on est ici. Je suis un EC2 user. Et si je veux me connecter en route, je peux faire sudo dessus. Ok, tout ça c'était juste pour tester si le serveur fonctionne bien. Maintenant, nous avons créé notre machine virtuelle. Maintenant, rentrons vers nos commandes pour voir et vous expliquer pas à pas comment est-ce que tout ça va fonctionner. D'abord, nous avons déjà en première position les gestionnaires de fichiers et les répertoires. Nous avons ici le ls pour lister le contenu d'un répertoire. Donc, si je viens ici, je fais ls. Là, vous voyez qu'il n'y a rien. Donc, il n'y a rien dans ce répertoire. Par exemple, dans ce répertoire, je peux peut-être utiliser la commande touch. Touch sera utilisé pour créer un fichier. Je peux faire index, n'est-ce pas? Index.html par exemple, ici. Et là, je fais encore ls. Et vous voyez ici, on a index.html. Donc, ls veut dire list en anglais. Donc, ça va lister tous les éléments. Ensuite, on a la commande cd pour dire change directory, changer de répertoire. Donc, on va faire cd et mettre le chemin vers le dossier où on va aller. Donc, ici, je vais ici, je fais cd et je fais ça. Le slash C, ça veut dire route. Donc, c'est la main. C'est à partir d'ici que tous les fichiers commencent. Donc, là, je viens de quitter le EC2 user et là, je suis dans le slash. Si, par exemple, je fais maintenant ls, vous allez voir ici, on a tous ces fichiers-ci qui sont les fichiers mères de la machine. En fait, ça, c'est le système Linux. Donc, si vous êtes habitué à utiliser Linux, vous serez aussi habitué à voir ce type de fichiers. Par exemple, si j'entre dans Home en faisant le change directory cd, je fais home, là j'entre, vous voyez, là nous sommes dans home. Et s'il arrive que vous entrez un CD qui n'existe pas, on va juste dire que ce répertoire n'existe pas. Donc si je suis dans home, je peux faire ls, vous voyez ici là nous avons EC2 user. Ensuite si je fais encore ls EC2 user, j'entre, ici on va voir que je suis encore dans EC2 user exactement comme ici. D'accord? Super. La prochaine commande c'est pwd qui veut dire Project Work Directory. Cette commande va juste nous aider à savoir où est-ce qu'on est. Donc là, si je fais ls et je vois, bon, disons que, ok, là, si je fais pwd, vous voyez, on me montre le chemin d'accès. Si vous avez remarqué, ici, j'ai fait cd home, je suis entré dans home. Ensuite, j'ai fait cd EC2 user et je suis entré dans EC2 user. Donc, voici le chemin d'accès qui montre où est-ce que je me trouve. C'est à ça que va servir la commande pwd qui veut dire Project Work Directory. Ensuite, on a make_d. La commande make_d, ça sera pour créer un nouveau fichier. Par exemple, pour créer un nouveau directory, un nouveau folder. En anglais, on va dire folder. Donc, si je fais make directory, je fais test. Et à l'intérieur de test, par exemple, je peux mettre test.txt. Cannot create directory test, no such file. Ok, donc je vais faire make div tout simplement. Je vais dire test. Vous voyez, là je vais faire ls. Donc vous voyez ici, si vous allez remarquer, il y a une différence de couleur. Ici test est bleu, alors qu'ici index.html est de couleur blanche. Ça veut dire que quoi? Tous les fichiers qui sont de couleur bleue, ce sont des folders, ce sont des directories, n'est-ce pas? Alors que les fichiers simples, n'est-ce pas, ce sont juste index.html. Ce sont des fichiers, tout simplement. Ce sont des fichiers. Alors qu'ici, nous avons des folders ou des directories. Ensuite, nous avons la commande touch que j'ai utilisée plus haut pour créer un fichier. Donc, tout type de fichier, pas juste des fichiers HTML. Si je fais touch, peut-être run.sh, n'est-ce pas? Je fais ls. Vous voyez ici, on a
on a ici run.sh. La prochaine commande ici, c'est copy, n'est-ce pas? Cette commande va nous permettre de copier des fichiers et des dossiers vers d'autres destinations. Donc, je vais par exemple venir là et faire un copy du index.html vers run.sh. Donc, you want to overwrite? Oui, je veux tout changer. Je vais dire yes. Donc, si je liste encore, on va voir ici. Normalement, s'il y avait du contenu dans index, il serait copié dans le run.sh. C'est pas grave. On va utiliser Nano pour juste pour vous montrer comment ça fonctionne. Nano, c'est un éditeur de texte pour le terminal sur Linux. Donc, si je fais nano index.html, on voit qu'il n'y a rien à l'intérieur. Et ici, je vais dire veuillez laisser un pouce bleu. Merci. N'est-ce pas? Et là, je vais enregistrer en faisant CTRL-O. Vous pouvez voir ici, pour write out, on va d'abord faire CTRL-O. Ensuite, on va faire entrer. Et là, on peut faire CTRL-X pour ressortir. N'est-ce pas? Et si je fais peut-être 4, qui nous permet de voir le contenu de nos fichiers, 4 index, vous voyez ici, on a ici, veuillez laisser un pouce bleu. Merci. Si je fais aussi 4, n'est-ce pas, de run.sh, comme ceci, il n'y a rien. Donc, ce fichier ne contient rien. Maintenant, je vais réexécuter cette même commande là pour copier, n'est-ce pas? Donc, je vais d'abord peut-être nettoyer d'abord le terminal. Désolé, c'est un peu trop sale. Donc, je vais nettoyer tout ça. Ensuite, je vais faire copie du index vers run.sh. Je vais dire yes. Je vais encore faire 4 maintenant, cette fois-ci, de run.sh. Vous voyez ici, on a veuillez laisser un pouce bleu. Donc, c'est à ça que va nous servir la fonction copy. Ensuite, on a move pour pouvoir déplacer ou renommer un fichier. Par exemple, si je veux déplacer mon ancien fichier vers mon nouveau fichier. Par exemple, si je veux renommer run.sh en peut-être index2.html, je vais faire move, n'est-ce pas? Je vais faire run.sh et index2.html, comme ceci. Et si je fais ls, vous voyez, il n'y a plus de run.sh. On a un index et un index2.html. Ensuite, nous avons la commande remove. Cette commande va nous permettre de retirer les fichiers dans notre machine. Donc, on va l'utiliser comme ça. On va dire remove et on va passer un "-r" pour dire recursive, c'est-à-dire de manière récursive. On va supprimer un dossier ou un fichier. Donc, si je veux supprimer tous ces fichiers que j'ai créés, ça, je vais faire remove index 2 et là, je supprime. On va remove. Là, je vais dire yes. Vous voyez, si je fais ls, index 2 a disparu. Ensuite, je vais remove aussi index. Là, ls. Oh, désolé, je vais remove ça comme ça et je vais dire yes. Et là, si je fais ls, il ne manque plus que test, n'est-ce pas? Super. Donc, on va passer à la première commande, mais avant, je vais nettoyer le terminal. Maintenant, nous allons passer à la visualisation et la manipulation des fichiers, n'est-ce pas? Je vous ai déjà montré 4 qui va afficher le contenu d'un fichier. Je vous ai montré ça, donc je vais plus revenir dessus. Ensuite, nous avons ici grep pour rechercher un motif dans un fichier. Bon, j'ai déjà supprimé mes fichiers, mais c'est pas grave. Je vais encore créer un fichier. Ici, index.html. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais ajouter du contenu à l'intérieur en utilisant nano. Donc, je vais faire nano index.html. Et ici, je vais dire peut-être golden brain tech. Et là, je vais sauvegarder CTRL ou entrée X. Entrée X. CTRL X. Et ici, comment utiliser cette commande grep pour rechercher un motif? Donc, je vais rechercher golden dans le fichier index.html. Donc, je vais juste copier toute cette commande-ci. Et revenir ici, la coller là. La coller ici. Ok, j'arrive pas à la coller. Bon, je vais l'écrire avec le clavier grep. Je cherche golden comme ceci dans le fichier index.html. Vous voyez ici, ça m'affiche golden comme ceci en rouge. Donc ça veut dire que ça a trouvé. Par contre, si je cherche peut-être une chaîne de caractères qui n'existe pas, par exemple, je sais qu'il n'y a pas Z dans cette chaîne de caractères dans ce fichier.
Vous voyez, ça ne me retourne rien. Donc, grep va nous aider vraiment à faire de la recherche dans nos fichiers. Ensuite, nous avons head et tail pour afficher les premières ou les dernières lignes d'un fichier. Donc, dans index, je peux faire head, index.html. Vous voyez, ça m'affiche golden.tech. Je vais mettre tail. Bon, je vais d'abord ajouter une autre ligne. Là, je vais venir ici, entrer, et je vais dire abonnez-vous. N'est-ce pas? CTRL O, entrée, CTRL X. Et là, je vais faire tail de index.html. Vous voyez, on m'affiche ici abonnez-vous. Et aussi, golden.tech va s'afficher parce qu'on affiche juste les dernières lignes et mon fichier n'est pas vraiment volumineux. Donc, voilà pourquoi j'ai encore golden.tech ici. Ensuite, comme commande, nous avons less pour parcourir un fichier page par page, n'est-ce pas? Si je fais less, par exemple, notre fichier n'est pas vraiment volumineux, index, vous voyez, ici on a abonnez-vous, donc ça va parcourir page par page. Donc si le fichier est volumineux, on aura une manière plus facile de parcourir les pages. On a aussi la commande more, qui n'est pas citée. More, c'est une version moins avancée de less, qui va juste nous montrer quelques lignes en fait de golden.tech, ou bien ça va afficher golden. C'est un peu comme le 4, n'est-ce pas? C'est juste là, le more, le 4, on peut choisir ce qu'on va utiliser. Ok, ça c'était pour la visualisation et la manipulation des fichiers. Maintenant, nous avons les permissions et propriétés. Pour par exemple changer les permissions d'un fichier, on va utiliser le chmod pour modifier les permissions. Donc, je vais faire peut-être chmod, change mode, c'est ce que ça veut dire. sh mode, ça veut dire change mode. Et passer là peut-être 777 et le nom du fichier. Comme ceci, là les permissions ont été changées. Ne vous inquiétez pas si vous ne comprenez pas encore tout. On va aller en profondeur dans les vidéos, dans les prochaines vidéos. On a aussi change owner. Vous voyez, on a change owner. On peut faire change owner. On passe l'utilisateur, on passe le groupe et le nom du fichier. N'est-ce pas? Par exemple, je peux faire change owner comme ceci. Je passe l'utilisateur. Là, je suis en route. L'utilisateur ici, c'est route. Ensuite, je peux passer le groupe. N'est-ce pas? Il y a le groupe sudo. Pour dire c'est un sudo user. Et là, je vais faire index. On dit ici invalid group. Alors, je pense que le groupe peut-être c'est ici. Je cherche le groupe comme ceci. Alors, le groupe est invalide. On peut afficher tous les groupes. Pour pouvoir voir les groupes qui sont disponibles, on va utiliser la commande groups. Ici, on a route. Donc, je vais modifier la commande qu'on utilisait plus haut. Ici, là, je vais faire route. N'est-ce pas? Donc, vous voyez que ça marche bien. Donc, on a changé le owner pour ce index.html. Ensuite, la prochaine commande. Ok, ça c'était tout pour les permissions. Maintenant, nous avons la gestion des processus. Ici, ce sont les commandes pour lister peut-être les processus en cours. Pour tuer un process, on va utiliser le kill. Et aussi, il y a pour suivre les ressources du système. Par exemple, le PS, c'est pour lister les processus en cours. Je vais faire ici PS. Vous voyez ici, on a sudo, on a le bash, on a less et on a PS. Ce sont les processus en cours. Et vous pouvez aussi voir ici les ID. Et là, il y a aussi la commande kill. On peut kill un processus. Et on va utiliser juste la commande kill. Donc, kill. Je vais par exemple kill cette commande-ci, le less-ci. N'est-ce pas? Je vais kill ce processus. Donc, j'ai un problème de connexion. C'est un peu lent. Je vais faire kill. Je vais regarder là. Donc, je vais passer ici -9. -9. Et maintenant, je vais passer l'ID. N'est-ce pas? Et on a bien vu l'ID ici. Il s'agit ici de 2633. Donc, je vais passer 2633. Et là, je tape entrée. Donc, si je fais encore PS, j'entre. Vous voyez que le processus less a disparu. Donc, j'ai tué ce process et je suis content. Ensuite, on a le top et le htop. Ça, c'est juste pour suivre les ressources. Donc, je vais faire ici top. Entrée. Vous voyez, ça nous affiche tous les processus. On a le root, on a le EC2 user et beaucoup d'autres processus. Et on a le htop aussi. Ok, à cause d'un problème de connexion, je me suis déconnecté. Bon, je vais exécuter la commande SSH pour entrer dans le EC2. Ok. Je devais exécuter la commande htop comme ceci.
Ok, on dit htop not found. Ok, htop, je pense que c'est une commande qu'on doit installer, n'est-ce pas? C'est une truc qu'on doit installer. Et j'ai pas la commande pour l'installer pour l'instant. Mais je vais essayer apt. Non, je pense que nous sommes. Je vais faire yum. Yum install htop. Entrée. Ok, extra suggestions. You need to be root. Donc je vais faire sudo su et je vais faire encore yum install htop. Ok, j'ai une petite erreur là. Je peux piquer install. Htop. Ok, il va entrer. Ok, ça a installé. Je vais dire yes. Ok, ça a installé là. Je peux maintenant faire htop. Et là, ça va m'afficher tous les processus qui sont en cours sur mon serveur, bien sûr ma machine virtuelle, n'est-ce pas? Bon, je vais juste arrêter. Ensuite, on a les commandes de réseau. Lorsqu'on veut par exemple télécharger un fichier, on peut utiliser le curl. Et vous voyez, juste là, on peut se connecter en SSH. Je pense qu'on vient d'utiliser cette commande ici pour se connecter. Ainsi que le yum, n'est-ce pas? Le yum, c'est juste l'équivalent du apt sur ceux qui connaissent déjà Linux. Lorsqu'on va travailler sur AWS avec un serveur AWS, on va plus se pencher vers ce yum-ci là, parce que c'est vraiment lui qui est chargé d'exécuter les commandes sur un serveur AWS et Amazon Linux pour être plus précis. Ok, bon, comme bonus, on a le df pour afficher l'espace sur le disque. Donc si je sais pas, je fais un contrôle, c'est là, je claire et je fais df avant de m'afficher l'espace. On va voir ici que sur cette machine il y a 23%. Bon, j'ai pas trop accès, j'ai pas accès à 1 giga ou 1 méga. Bon, je peux faire un df et je fais help pour qu'on puisse me montrer. Et ok, ici vous voyez moins b pour dire block size. Je cherche comment utiliser. Ok, voici size ici. On va dire G. Donc, si je rentre ici là pour l'utiliser, je vais dire df moins b est égal à G. Si j'ai bien compris la documentation. Ah, j'ai pas bien compris. J'ai pas bien compris. J'ai vraiment pas bien compris. Bon, c'est pas grave. On va passer à autre chose. C'est pour vous montrer la taille de votre disque. C'est pour vous montrer la taille. Je pense que c'est ça ici. C'est ça ici. Apparemment, on a utilisé 23%. On a utilisé 23%. Donc, il nous manque encore environ 77%. Oui, 77% libre. Ensuite, nous avons ici DU pour voir la taille d'un dossier. Donc, je vais faire ici DU et ça va me montrer la taille des dossiers. Et on a ici SCP pour copie, pour la copier, pour faire la copie des fichiers via SSH. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que avec cette commande-ci, n'est-ce pas, je peux copier des machines, des fichiers sur ma machine en local vers mon serveur par SSH. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que c'est clair? Ça veut dire que si par exemple j'ai une vidéo ou bien si j'ai une photo sur ma machine en local, je peux la copier sur mon serveur, sur ma machine virtuelle en passant par cette commande-ci en utilisant le SSH. N'est-ce pas? On va utiliser cette commande sûrement dans notre prochaine vidéo. Ensuite ici, on a le systemctl qui va nous permettre de gérer les services arrêtés et démarrer certains services. Par exemple, des services comme Nginx qu'on va voir dans notre prochaine vidéo. Alors nous sommes arrivés à la fin de ce tutoriel où nous avons parlé déjà en première position des gestionnaires de fichiers. Nous avons parlé de la visualisation. Nous avons vu comment voir une commande telle que cat, grep, head, tail, less. Nous avons donné les permissions. Nous avons vu les commandes chmod, on. Nous avons aussi vu groups que je vous ai montré lorsque nous étions sur AWS. Ensuite, nous avons ici la gestion des processus avec ps, kill, ainsi que top et htop. Et nous avons vu aussi le SSH ainsi que yum. Et là, je vous ai aussi montré des commandes bonus telles que df et du. Ok, je vais pousser ce code sur Git. Je vais dire git add, n'est-ce pas? Je vais faire git commit. Ensuite, je vais passer un petit message là qui va dire jour
non, jour 2, n'est-ce pas, jour 2 Linux système Linux, et là je vais faire git push. Donc c'est pour vous faire comprendre que cette formation est disponible sur GitHub. Si vous avez des soucis, vous pouvez aller juste sur mon GitHub et avoir accès à ceci. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous recommande de la partager avec des personnes qui sont favorables d'aimer cette vidéo comme vous l'avez aimé aussi. Donc on se retrouve dans la prochaine partie où nous allons déployer une application statique en utilisant les commandes de Linux. Ciao.